Ma femme profite de 6 semaines de vacances avec son patron en disant que nous avons une relation libre, mais en rentrant à la maison, elle trouve une lettre et la maison vide. 6 semaines. C'est le temps qu'il m'a fallu pour transformer la vie de ma femme en cauchemar. Elle pensait qu'en rentrant, tout serait comme avant. Mais dès son atterrissage, elle a compris qu'elle n'avait plus de maison. Plus de compte. Plus de mariage. Juste une lettre, et la dure réalité qu'elle avait elle-même créée. La navette de l'hôtel a déposé Marcy devant l'Ambassador Hotel. L'élégant établissement était l'un des plus prestigieux de la ville, avec un service irréprochable. Un porteur a placé ses valises sur un chariot, lui a remis un petit reçu et lui a souhaité la bienvenue. Le portier, avec courtoisie, a levé son chapeau et ouvert la lourde porte en laiton pour Marcy, pendant que le porteur la suivait à une distance respectueuse. Marcy s'est dirigée vers la réception, regardant autour d'elle pour voir si Rick l'attendait, comme elle l'avait demandé dans sa lettre. Elle aperçut quelques personnes installées confortablement dans les fauteuils et canapés du vaste hall, mais son cher mari n'était nulle part en vue. Elle se sentait un peu nerveuse à l'idée de le revoir, surtout après leur dernière conversation téléphonique, alors qu'elle était au lit avec Trey, dans un hôtel en Colombie, quelques semaines plus tôt. Malgré la colère initiale de Rick, Marcy croyait qu'il avait profité de la liberté qu'elle lui avait offerte pendant son voyage de 6 semaines. Elle était certaine que leur voisine Leslie avait tout fait pour le satisfaire pendant ce temps. Leslie et son mari étaient adeptes du libertinage, et sa beauté irrésistible attirait tous les regards. Marcy avait déjà remarqué comment les hommes du quartier étaient fascinés par elle. En plus, Leslie n'avait jamais caché son attirance pour Rick. Marcy espérait que Rick avait profité de cette pause dans leur mariage, mais elle souhaitait aussi qu'il ne soit plus intéressé par Leslie. Elle comptait mettre fin à leur liberté maintenant qu'elle était de retour. Ce serait difficile de raviver la flamme avec Rick si une femme comme Leslie était encore dans les parages. Elle se sentit mal en réalisant que, depuis cette dispute au téléphone, elle n'avait plus parlé à Rick. Pendant son séjour en Colombie, l'équipe médicale avec laquelle elle travaillait avait été très occupée par des interventions chirurgicales. Marcy avait de la peine pour les populations défavorisées d'Amérique du Sud, qui parcouraient de longues distances pour se faire soigner par des médecins américains. Lors des rares jours de repos, quand elle n'était pas au lit avec Trey, elle en profitait pour visiter des lieux touristiques, comme le mont Montserrat. Elle avait envoyé quelques photos à Rick, accompagnées de messages racontant ses expériences. Mais il n'avait jamais répondu, ni même ouvert ses messages. Peut-être était-il encore blessé. Malgré cela, Marcy était convaincue que Rick l'aimait profondément. Elle savait qu'il faudrait du temps pour guérir ses blessures, mais croyait qu'ils allaient se retrouver et renforcer leur union. Maintenant que leurs enfants avaient grandi et quitté la maison, Marcy voulait passer le reste de sa vie avec Rick. Son aventure avec Trey pendant ces 6 semaines lui avait permis de réaliser à quel point son mari, fidèle et attentionné, était précieux. Trey était, certes, un amant expérimenté, toujours prêt à repousser les limites. Mais Marcy avait compris qu'il n'y avait aucun amour entre eux. Peu à peu, le charme de Trey s'était dissipé, laissant place à son arrogance et sa grossièreté. Il était dominateur au lit et semblait prendre plaisir à l'humilier, surtout depuis qu'il savait que Rick était au courant de leur liaison. Sous pression, Marcy avait même fini par dire des choses qu'elle ne pensait pas, comme lorsqu'il lui demandait de comparer ses performances à celles de son mari. Au début, ses provocations l'excitaient, mais avec le temps, elle la mettait en colère. Quand elle lui avait demandé d'arrêter les insultes, Trey avait redoublé d'humiliation, se moquant de Rick et le traitant de mari soumis. Fatiguée, Marcy avait cessé de protester, espérant que Trey se lasserait. Mais il ne s'arrêta jamais. À la fin du voyage, Marcy se sentait utilisée, rabaissée, salie. À l'aéroport de Bogota, alors qu'ils attendaient leur vol, elle dit finalement à Trey qu'elle voulait mettre fin à leur liaison et se consacrer à son mariage. Il haussa simplement les épaules et répondit, « Tu as été une bonne femme, mais ce jeu m'a lassé. Je pense que c'est mieux pour nous deux. Profite bien de ton petit mari humilié. » Trey changea même de siège avec Penny pour ne pas avoir à voyager à côté de Marcy. Elle se demandait comment elle avait pu tomber sous son charme aussi longtemps. À présent, elle ne voyait en lui qu'un abruti narcissique. Malgré l'inconfort, elle se sentit soulagée de ne plus avoir à supporter sa présence. Assise à côté de Penny, elle fit le vol en silence, épuisée, ne rêvant que d'une chose, rentrer à la maison. Penny confia que Rick avait appelé sa chambre et qu'il savait qu'elle trompait son mari, Josh, avec l'un des médecins. Heureusement,
Rick avait promis de ne rien dire à Josh au sujet des escapades de Penny. Elle savait que Josh ne tolérerait jamais une trahison et se sentait soulagée d'avoir échappé de justesse à la catastrophe. Grâce à cela, elle avait pu profiter du reste du voyage et de sa liaison à Bogota. Alors qu'elles attendaient les bagages enregistrés, une jeune femme s'approcha de Penny et lui demanda « Vous êtes Penny Washington ?» Penny répondit que oui, un peu confuse, jusqu'à ce que la femme lui tende une grande enveloppe brune et dise « Vous avez été assigné. Bonne journée. » Marcy regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux, pendant que la jeune femme reculait d'un pas et prenait une photo de Penny tenant l'enveloppe. Penny était dévastée et se mit à pleurer. Marcy et d'autres personnes du voyage essayèrent de la réconforter, avec des phrases comme « Ça va aller. Peut-être que tu pourras lui parler et qu'il te pardonnera. » Mais tous savaient que le mariage de Penny avec Josh était terminé. Penny finit par se calmer, même si tous ses appels à Josh étaient bloqués. Ne sachant pas ce qui l'attendait chez elle, elle récupéra ses bagages et appela un Uber pour se rendre chez ses parents, qui vivaient dans la même ville qu'elle et Josh. Pendant qu'elle attendait ses valises, Marcy se surprit à regarder autour d'elle, s'attendant à voir d'autres huissiers tenir de grandes enveloppes, prêts à l'embusquer pour lui remettre ses propres papiers de divorce. Mais après la longue attente des bagages, puisqu'ils avaient déjà passé la douane à l'aéroport de correspondance, personne ne se présenta. Marcy était désormais persuadée que Rick s'était calmé après l'appel furieux et qu'il viendrait bientôt la retrouver à l'hôtel. Elle avait hâte de rallumer la flamme de leur amour et de leur mariage avec Rick, le seul homme qu'elle ait jamais aimé. En marchant vers la réception de l'hôtel, Marcy réfléchissait à la façon de raviver leur relation. Elle se sentait plus amoureuse de Rick que jamais, et après 6 semaines passées dans le lit de trait, elle appréciait encore plus les qualités et même les défauts de son mari. Une fois qu'ils auraient fait les tests MST, elle rêvait du réconfort et de la familiarité des bras de Rick, espérant qu'il l'accepterait encore. Les souvenirs de sa liaison tumultueuse avec le docteur Trey la faisaient se sentir sale, comme un objet jetable ou une actrice porno sur le déclin, forcée de se soumettre à des actes toujours plus dégradants pour survivre. Chassant ses pensées négatives, elle afficha un sourire et se dirigea vers sa rencontre avec Rick. En secret, elle espérait le trouver à la réception, impatient de son retour, mais il n'était pas là lorsqu'elle arriva au comptoir. Un jeune réceptionniste hispanique, vêtu d'un costume élégant et portant une petite plaque dorée indiquant « José Gomez, réception », leva les yeux de son écran et lui adressa un sourire éclatant de dents parfaitement blanches. « Bienvenue à l'Ambassador Hotel. Comment puis-je vous aider ? Bonjour, je viens faire mon check-in. Il devrait y avoir une réservation au nom de Marcy Weston. » dit-elle gentiment. Le réceptionniste tapa sur son clavier et confirma. « Voyons voir. Votre réservation est pour une seule nuit, c'est bien ça ? » ?»« Oui, juste une nuit. Votre chambre est au 10e étage, avec vue sur la ville. Elle est vraiment magnifique. Combien de cartes d'accès souhaitez-vous ? Je pense que mon mari va me rejoindre, alors mieux vaut m'en donner 2. Très bien. Quelle carte de crédit souhaitez-vous utiliser pour couvrir la chambre et les éventuelles dépenses durant votre séjour ? Marcy prit son sac et sortit sa carte Visa, qu'elle tendit au réceptionniste. La voici. Merci, madame. Je vais procéder au paiement et vous pourrez monter dans un instant. Je vois que notre bagagiste, Steve, a déjà vos valises et se fera un plaisir de vous accompagner jusqu'à votre chambre. Merci. J'ai pas mal de bagages, et mon mari n'est pas encore arrivé pour m'aider, alors c'est parfait. Le bagagiste, qui attendait à quelques mètres avec le chariot, était prêt à la suivre. À l'origine, elle avait prévu que Trey la dépose à l'hôtel, mais la navette s'était révélée bien plus pratique maintenant qu'elle avait coupé les ponts avec lui. Et si Rick l'attendait dans le hall, arriver avec Trey aurait totalement ruiné ce qui devait être une joyeuse réunion. Le réceptionniste s'excusa, inséra la carte Visa dans le lecteur et commença à encoder les 2 cartes d'accès. Cependant, en regardant l'écran, il fronça les sourcils. « Je suis désolé, Madame Weston, mais cette carte a été refusée. Auriez-vous une autre carte à utiliser ?» L'estomac de Marcy se noua. Elle n'avait pas eu besoin d'utiliser ses cartes de crédit à Bogota, puisque le groupe des Médecins sans frontières avait couvert les frais, et Trey payait toutes les sorties. Elle n'avait emporté que 2 cartes pour le voyage, une Visa et une Discover. Par mesure de sécurité, elle avait laissé les 2, avec son passeport, dans le coffre de l'hôtel. Quelqu'un avait-il pu cloner sa carte pendant son absence ? C'était une discussion qu'elle aurait avec Rick plus tard.
bien sûr. Est-ce que vous acceptez les cartes Discover? Marcy demanda cela tout en tendant sa carte Discover au réceptionniste et en récupérant sa carte Visa. Très bien, madame. Laissez-moi traiter cette carte, et vous serez bientôt dans votre chambre. À ce moment-là, un autre couple s'approcha de la réception pour faire son enregistrement et attendait derrière Marcy. Le réceptionniste poursuivit la procédure, mais l'informa bientôt que la carte Discover avait elle aussi été refusée. Lorsqu'on lui demanda si elle avait une autre carte à essayer, Marcy se sentit un peu gênée, car le couple derrière elle semblait impatient d'attendre quelqu'un qui, apparemment, ne pouvait pas payer sa chambre. Ce sont les 2 seules cartes que j'ai sur moi. Je viens de rentrer d'un voyage de 6 semaines à l'étranger, donc il a dû se passer quelque chose. Je vais sortir de la file et appeler mon mari pour comprendre ce qu'il se passe. Très bien. J'espère que tout s'arrangera. N'hésitez pas à me dire si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, répondit le réceptionniste. Marcy s'éloigna vers un coin salon pendant que le jeune couple commençait son enregistrement. Le bagagiste, qui attendait auparavant avec le chariot de bagages de Marcy, l'abandonna et prit un autre chariot pour aider le couple avec leurs valises. En quelques instants, Marcy avait été pratiquement mise de côté par l'hôtel. En prenant son téléphone dans son sac, elle se rendit compte qu'elle l'avait éteint pendant le vol et, avec tout le chaos causé par Penny à l'aéroport, elle avait oublié de le rallumer. Lorsqu'elle le ralluma et entra son mot de passe, elle s'attendait à voir de nombreux messages de Rick ou d'autres personnes. Mais en vérifiant, elle vit qu'il n'y avait aucun nouveau message. Elle ouvrit alors l'application d'appel et appuya sur l'icône à côté de la photo de Rick dans ses favoris. Elle remarqua que Trey figurait toujours dans sa liste et se promit de le supprimer dès qu'elle aurait parlé à Rick. En portant le téléphone à l'oreille, au lieu de la tonalité d'appel, elle entendit un message automatique indiquant que le numéro de Rick avait été déconnecté et n'était plus en service. « C'est quoi ce bordel ?» pensa Marcy en éloignant le téléphone de son oreille et en regardant l'écran, incrédule. À ce moment-là, un homme qu'elle avait remarqué assis dans l'un des fauteuils du hall lorsqu'elle était entrée à l'hôtel s'approcha. « Excusez-moi, madame, êtes-vous Marcy Weston ?» Surprise, elle leva les yeux vers l'homme bien habillé, le regard rempli d'appréhension. « Oui, je suis Marcy. Je peux vous aider ? » « Non, madame. Mais j'ai quelque chose que votre mari, Rick, voulait que vous receviez. » Il lui tendit alors une grande enveloppe brune. Dès que Marcy la prit, l'homme hocha la tête et dit « Bonne journée. » Puis il tourna les talons et sortit de l'hôtel. Marcy tremblait en tenant l'enveloppe, mais fut légèrement rassurée en réalisant que l'homme n'avait pas prononcé les mots redoutés « Vous avez été assigné ». De plus, il ne l'avait pas prise en photo avec l'enveloppe, comme cela avait été le cas pour Penny. Peut-être que Rick lui avait préparé une surprise. Peut-être voulait-il la retrouver ailleurs. Soudain, Marcy se sentit optimiste et impatiente de découvrir le contenu de l'enveloppe. Elle marcha rapidement jusqu'à la chaise la plus proche dans le hall et l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva une lettre dactylographiée et une enveloppe plus petite, rigide. Inspirant profondément, elle sortit la lettre et commença à lire. « Marcy, je ne suis pas un lâche. Mais en tant qu'homme et en tant que ton mari, ton manque flagrant de respect envers notre mariage et les vœux que nous avons échangés m'a brisé le cœur. Tu as apparemment justifié tes actes en te convainquant que j'avais eu une liaison avec Dedra pendant notre service en Irak. Je ne l'ai pas fait. C'est avec regret que j'admets qu'à une seule occasion, nous avons agi d'une manière qui ne passerait pas le test du conjoint. Cela s'est produit lorsque nous sommes revenus à la base juste après que notre convoi ait été pris en embuscade par des insurgés. Dedra et moi avons eu la chance de revenir sains et saufs, contrairement à beaucoup de nos camarades. En rentrant à la base, nous étions remplis d'adrénaline et de peur, soulagés d'être vivants. Après le débriefing, j'ai raccompagné Dedra jusqu'à ses quartiers et, au moment de partir, elle m'a serré fort dans ses bras, en pleurant à chaudes larmes, submergée par l'émotion de la journée. Je l'ai consolée, et elle a tiré ma tête vers elle pour m'embrasser passionnément. Soudain, nous nous sommes jetés l'un sur l'autre comme 2 adolescents en proie au désir. Nous savions parfaitement que c'était l'émotion qui nous contrôlait. Je regrette de ne pas avoir eu la force de repousser ses avances. Toutefois, nous n'avons pas eu de relations intimes. Ce dérapage regrettable s'est produit dans un moment de faiblesse, juste après une expérience extrêmement traumatisante. Ce n'était rien comme tes liaisons soigneusement planifiées. Je tiens à préciser que tu es la seule femme avec qui j'ai eu des relations intimes depuis notre mariage, il y a plus de 20 ans.
Je suis certain que tu ne peux pas en dire autant. En plus de Trey, je sais avec certitude que tu as eu une liaison pendant que j'étais en mission en Corée. Quelqu'un m'a informé que tu voyais un homme au Red Roof Inn, juste en face de l'hôpital. Je sais que tu y garais ta voiture à cause des travaux, mais je sais aussi que tu arrivais des heures avant le début de ton service. J'ai enquêté sur cette affaire en engageant un détective privé. Il n'a pas pu identifier ton amant, mais nous savons tous les deux que tu m'as trompé. Toi seul sais combien de fois tu as brisé nos vœux. Pour une raison idiote, j'ai décidé de passer l'éponge sur cette liaison au Red Roof Inn. J'étais loin, et tu avais visiblement des besoins que tu voulais combler avec quelqu'un d'autre. Au moins, tu avais eu la décence d'être discrète, et tu ne m'as jamais jeté ça au visage, ni à personne d'autre. J'ai aussi confirmé que tu y avais mis fin dès mon retour, puisque tu as arrêté d'arriver des heures à l'avance à ton travail. D'après ce que j'ai lu dans ta lettre, j'ai compris que tu avais décidé, seul, de transformer notre relation, en autorisant l'un des conjoints à faire ce qu'il veut sans l'approbation ni le consentement de l'autre. Waouh, quel concept révolutionnaire! Je n'ai jamais eu de relation avec Leslie, parce que le simple fait que tu me l'offres sur un plateau m'a dégoûté. Mais je l'ai invité à dîner avec Vincent pendant ton absence. Et quelle surprise de découvrir, directement de la bouche de Leslie, que tu avais déjà une liaison avec le Dr Trey, et que tu voulais nous entraîner tous dans un style de vie libertin. Au passage, Leslie pensait que tu m'avais déjà tout raconté et elle a été très contrariée en apprenant que tu ne m'avais rien dit. Elle et Vincent m'ont affirmé qu'il n'y avait pas de place pour la trahison dans un véritable mariage libre. Apparemment, si tu veux vivre une relation libre ou échangiste, la première règle, c'est l'honnêteté et la transparence totale avec ton partenaire. Inutile de dire que Leslie et Vincent sont loin d'être ravis de ton comportement égoïste et ne l'approuvent absolument pas. Mais apparemment, avec les nouvelles règles que tu as décidées unilatéralement, tu n'as pas jugé utile de me consulter avant de prendre tes décisions. C'est assez ironique de se dire qu'on est maintenant un couple libertin, alors qu'en pratique, il n'y a que toi qui fréquentes d'autres personnes. Sachant que la Colombie peut être un endroit dangereux et que le merveilleux Dr Trey prenait si bien soin de toi, j'ai pris la liberté d'annuler et de régler tous nos comptes communs. On ne voudrait pas qu'un escroc en profite, n'est-ce pas? Tu te souviens, il y a quelques années, quand on est allé voir une avocate spécialisée en planification successorale pour rédiger nos testaments et d'autres documents? J'avais presque oublié qu'elle avait aussi préparé une procuration durable pour chacun de nous, que nous avons signée tous les deux. Après notre conversation, pendant que tu étais dans la chambre d'hôtel de Trey, j'ai décidé de changer les bénéficiaires de mon assurance vie, au lieu de toi, ce sont désormais nos enfants. J'ai retrouvé les procurations en fouillant dans nos dossiers et devine quoi? Elles étaient toujours valides et ont parfaitement fonctionné. J'adore ce nouveau style de relation dans lequel chacun prend des décisions unilatérales. Merci. Je n'ai utilisé ta procuration qu'une seule fois, si ça ne te dérange pas. Et après l'avoir utilisée, j'ai détruit les 2 copies, donc elles ne pourront plus jamais servir. De rien. Tu sais, j'ai eu besoin de la procuration pour vendre notre maison et nos voitures, puisque c'était des biens communs. Mais ne t'inquiète pas, j'ai respecté mes devoirs fiduciaires et j'ai obtenu de bons prix pour toi. Tu te souviens du jeune couple, Rod et Emily Wellman, qui adoraient notre maison et voulaient l'acheter parce qu'il manquait de place avec leur famille qui s'agrandit? Eh bien, ce sont eux les nouveaux propriétaires et ils y vivent maintenant. Ils sont ravis. Je leur ai dit que tu étais à l'étranger en mission de longue durée, donc tu ne pouvais pas être présente à la signature, et je leur ai souhaité de profiter autant de la maison que nous. Passe les voir un jour, je suis sûr qu'ils aimeraient te remercier. La vente des voitures a été encore plus facile. Je suis allé dans quelques concessions, j'ai comparé les prix et j'ai vendu. Ils ont payé comptant et m'ont dit que ma voiture se vendrait très vite. J'étais content pour eux. Ah, j'ai aussi acheté un nouveau téléphone avec un autre opérateur, et j'ai annulé ma ligne de notre forfait familial. Je ne me souviens plus de mon nouveau numéro, je te l'enverrai peut-être un jour. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai décidé de ne pas divorcer à cause de ta trahison. Je n'ai rien contre le divorce. Je n'ai juste jamais eu l'intention de me remarier. J'ai utilisé une partie de l'argent de la vente de la maison et des voitures pour engager un détective privé en Colombie. Il a obtenu des enregistrements et des photos compromettantes de toi avec ton merveilleux Dr Trey. Peut-être qu'il devrait renommer cette ONG Médecins sans morale. En parlant de ta trahison, je n'aurais jamais imaginé que tu serais capable d'une telle dépravation. J'espère que tu as bien utilisé du bain de bouche ensuite.
Et je me suis dit que je ne devrais pas être le seul à être au courant de tes aventures. Donc, vendredi, pendant que toi et le docteur Trey étiez dans les airs, en route pour rentrer à la maison, j'ai partagé le rapport et les photos du détective avec le service des ressources humaines de ton hôpital. J'ai parlé avec une dame très gentille, Madame Washington, qui est responsable des ressources humaines à l'hôpital. Elle n'arrivait pas à croire à mon histoire et semblait très bouleversée. Je lui ai dit que j'envisageais de poursuivre l'hôpital pour ne pas avoir appliqué la clause de moralité des contrats de travail, ce qui a fini par détruire mon mariage. Je l'ai prévenu que j'enverrais par coursier, lundi matin, des copies des photos jointes ainsi que du rapport du détective privé. J'ai aussi mentionné que j'inclurais un petit accord signé dans lequel je renoncerais à toute action contre l'hôpital pour tes activités extra-professionnelles, à condition qu'il te licencie, toi et le bon docteur, pour faute grave, et qu'il s'engage à ne fournir aucune recommandation pour vos futurs emplois. Elle semblait très intéressée par la possibilité d'éviter que l'hôpital soit tenu pour responsable, car cela nuirait autant à sa réputation qu'à ses finances. Je pense que ton premier jour de retour au travail lundi risque d'être intéressant. Tout comme tu ne m'as pas prévenu que nous étions dans une relation ouverte avant de partir pour ton retraite de 6 semaines avec le docteur je sais tout, je ne t'ai pas dit non plus que j'avais toujours rêvé de parcourir les routes de ce grand pays avant d'être trop vieux pour le faire. Je prévois de prendre de très longues vacances à sillonner les routes. Ça va durer au moins 1 an, probablement plus, le temps de cocher toute ma liste de choses à voir. J'ai loué une belle caravane auprès d'un ami de l'armée, donc inutile d'essayer de me retrouver via l'immatriculation, elle n'est même pas à mon nom. En parlant de vie sur la route, j'ai dû sacrément réduire mes affaires pour y arriver. J'ai gardé seulement l'essentiel et tout rentre dans la caravane. J'ai liquidé le reste. J'aurais pu t'appeler pour te demander si tu voulais garder certaines choses, mais je n'ai pas voulu te déranger. Après tout, la seule fois où je t'ai appelé en Colombie, vous aviez l'air bien agacés tous les deux. Je n'ai pas voulu gâcher à nouveau votre petit nuage. J'ai vendu tous les meubles et mes outils, donné quelques vêtements, y compris tous les tiens, et j'ai organisé un petit feu d'adieu pour brûler tout ce qu'il restait de souvenirs. Ces souvenirs incluaient nos photos de mariage, ta robe de mariée et toutes nos photos ensemble. Mais rassure-toi, j'ai gardé celle des enfants en train de grandir. Qui aurait cru qu'un feu de photos pouvait produire autant de fumée? Ralph, notre voisin, est même venu voir si tout allait bien en voyant la fumée dans le jardin. Je lui ai dit que c'était juste un petit feu d'adieu. Il n'a pas semblé s'en soucier. Heureusement. Maintenant que nous sommes dans une relation ouverte, je n'aurai plus à refuser la compagnie de femmes pendant mes voyages. Heureusement que l'armée m'a appris à rester en forme. D'après ce que Leslie m'a dit, je pense que je peux encore plaire. J'ai expliqué aux enfants pour tes aventures et que je partais pour un long voyage. Ils étaient tristes, mais ils ont compris ma décision. Ils m'ont demandé de leur envoyer des nouvelles et des photos du voyage, et j'ai accepté, à condition qu'ils ne partagent pas mon nouveau numéro avec toi. Ils ont accepté. Mais ne t'inquiète pas, j'ai promis de t'appeler aussi souvent que tu m'as appelé depuis la Colombie avec le docteur Trey. Je crois que j'ai juste oublié de leur préciser que ce nombre d'appels était 0. Je commence mon voyage exactement le jour de ton retour. Mais ne t'en fais pas, je ne prendrai ces longues vacances en solo qu'une seule fois, si ça ne te dérange pas. Voyager coûte cher, alors j'ai gardé tout l'argent de la vente de la maison et des voitures, ainsi que le solde de nos comptes bancaires conjoints. J'ai laissé ton compte de retraite intact, mais j'ai retiré tout ce qu'il y avait sur le mien, même si j'ai dû payer une pénalité pour retrait anticipé. Ce mode de vie, relation ouverte, ouvre vraiment les yeux. Je comprendrais si tu en avais marre et décidais de divorcer. Peut-être même pour épouser l'illustre docteur Trey. Tu es totalement libre de demander le divorce pour abandon, puisque je serai absent au moins 1 an. Je ne contesterai pas le divorce, ni ne demanderai à ce que le motif soit changé en infidélité. J'ai déjà pris tout ce dont j'avais besoin de notre mariage, 2 enfants formidables, quelques bons souvenirs, et un joli paquet d'argent. Ah, et bien sûr, j'ai aussi des copies numériques des photos prises par les détectives en Colombie. Je les ai déjà partagées avec notre famille, nos amis et nos collègues, histoire que personne ne pense que je suis parti sans raison. J'ai envoyé quelques photos soigneusement sélectionnées à tous les contacts de nos listes d'adresses. J'ai aussi précisé que je partais en long voyage solo à travers le pays. Et, pour te faciliter la vie, je t'ai mise en copie du mail, comme ça tu pourras voir ce qui a été partagé la prochaine fois que tu consultes ta boîte. Pour finir, pour une raison idiote, j'ai eu un élan de générosité en écrivant cette lettre, et je t'ai acheté une carte cadeau Visa de $500.
Elle est dans la petite enveloppe. J'espère que tu apprécieras le geste. Cette lettre sera probablement le dernier contact que tu recevras de moi. Je ne t'enverrai donc ceci qu'une seule fois, si tu veux bien. Commentaire Monsieur Reddit. Honnêtement, il est difficile de ne pas compatir avec cet homme. Il a été trahi, manipulé et méprisé par celle qui aurait dû être sa partenaire. Mais au lieu de répondre par la haine ou la violence, il a choisi de reprendre le contrôle avec intelligence et dignité. Était-ce douloureux? Bien sûr. Mais il a tourné la page avec classe. Cette histoire nous rappelle que la vengeance peut être silencieuse et terriblement efficace. Et vous, qu'avez-vous pensé de son attitude? Auriez-vous agi de la même manière? Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres du même genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Il y a encore plein de récits passionnants à venir.